Alors, qu'allons-nous voir? Euh, Je vous ferai un petit tour de qui je suis, de ce que je fais. Et puis ensuite, on aura un petit exercice, parce que je veux pas que ça soit justement quelque chose d'assez descendant, je veux que ça soit un peu participatif et que l'enjeu, c'est comment réfléchir sur ces sujets-là. Donc je vous poserai un petit exercice et on essaiera de le résoudre ensemble à la fin. On verra fondamentalement pourquoi intégrer du digital dans une formation, pourquoi c'est intéressant, quelle stratégie adopter. Et là, justement, on va faire une petite checklist, tout sans essayer de tomber dans ce travers-là. Je vous montrerai également 3 éléments que je trouve intéressants, inspirants, qui sont utiles pour voir un petit peu ce qu'on peut faire et comment on peut assembler des outils pour avoir quelque chose d'intéressant. Puis nous allons du coup essayer de résoudre ensemble l'exercice qu'on aura vu quelques minutes plus tôt. En termes de temps, on a prévu une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc voilà, vous savez combien de temps vous allez passer là. Alors, qui je suis? Je suis consultant sur des sujets de change management, de transformation, mais aussi du coup de formation. J'ai un passif justement en formation et en e-learning. Auparavant, j'étais responsable du e-learning entreprise au CNAM, donc une grosse institution de formation. Et du coup, j'ai vu pas mal de projets qui se rapprochaient justement de ces enjeux d'intégration du digital dans les formations. Un exemple récent peut-être qui peut vous aiguiller un petit peu. J'en cherche un. J'ai un client qui a un parcours d'intégration de ses collaborateurs, c'est-à-dire il signe le contrat avec un collaborateur, le collaborateur va venir dans l'entreprise et le collaborateur doit suivre une série de formations. Aujourd'hui, ces formations sont faites en présentiel, mais le client veut essayer de voir si on peut intégrer du digital pour, par exemple, et c'est un des objectifs, faire en sorte que le collaborateur se soit accueilli beaucoup plus tôt et que voilà, il n'attende pas 3 mois après sa prise de fonction d'avoir une formation et que dès qu'il signe le contrat, il ait accès à une plateforme. La plateforme présente la boîte, présente les parcours, présente les gens, etc. Donc l'idée, c'est d'utiliser le digital, dans cet exemple-là, hein, d'utiliser le digital pour renouer le lien avec le collaborateur. Et donc voilà, et donc du coup, j'ai également participé à des projets de MOOC et j'ai participé à quelques projets de refonte d'offres de formation. Alors, notre exercice pour commencer. Donc, l'enjeu, c'est quoi? C'est essayer d'imaginer, et je sais que chacun d'entre vous aura une réponse un peu différente en fonction de son profil, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je veux qu'on en discute après, que vous détailliez un petit peu d'où vous venez, etc. Imaginez, vous avez un problème qui est que vous faites les mêmes cours depuis pas mal d'années. Bon, honnêtement, ça ronronne un peu. Ils sont bien, ils sont mis à jour, etc. Mais ça ronronne un peu. Vous avez un peu envie de changer des choses. Mais surtout, vous avez des étudiants qui sont en difficulté et il faut essayer de les intéresser, d'aller les chercher, de les aider en dehors du temps de classe. Parce que supposons que vous les voyez 1 heure, 2 heures par semaine, c'est pas assez pour les intéresser à la matière que vous enseignez. Imaginons que ce sont des étudiants disons, profil une vingtaine d'années, qui ne sont pas forcément encore disciplinés à comment apprendre, comment travailler, etc. Le contexte, justement, c'est qu'on a nos étudiants qui arrivent en cours sans avoir préparé le cours. Donc bon, ils découvrent à chaque fois un petit peu le sujet. Donc il y a toujours un temps de chauffe un peu important. Et du coup, en conséquence de ça, ils n'ont pas préparé, ils ne se sentent pas intéressés. Bah, du coup, ils ne se sentent pas du tout engagés pendant le cours parce qu'ils voilà, ils naviguent à vue et ils sont un peu perdus. Et voilà, donc c'est effet boule de neige. Plus le temps avance, plus ils se sentent largués. Et plus ils se sentent largués, moins ils sont intéressés, etc. Quelques règles pour notre exercice. Donc comme je vous le disais, je vous invite à réfléchir un petit peu à comment vous voyez ce problème-là et comment vous essayez d'y répondre pendant les prochaines minutes. La règle, c'est que supposons que vous avez ce problème-là dans vos fonctions aujourd'hui, vous devez essayer de résoudre ce problème-là sans que ça vous prenne un temps infini. Il ne faut pas que ça soit 6 mois de gestion de projet pour aboutir
à une solution. Et eux, à leur tour, vos étudiants, il ne faut pas que ça leur prenne un temps infini non plus. C'est-à-dire que si vous avez 2 heures de cours, il ne faut pas qu'ils aient 10 heures de travail en plus chez eux pour résoudre ce problème-là. Donc il faut essayer de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Et on suppose aussi, on suppose aussi que vous avez l'accord et le soutien de votre entreprise pour faire ça, parce que en réalité, assez rapidement, si vous êtes formateur, si vous êtes gestionnaire de formation, vous n'avez pas forcément la main sur comment faire les choses. Souvent, ça demande de convaincre les gens, ça demande de préparer des choses, de préparer des budgets, etc. Mais on suppose qu'on s'affranchit un petit peu de ces contraintes-là aujourd'hui pour essayer de jouer avec quelques principes pédagogiques et quelques outils numériques qu'on pourrait intégrer. Alors, pourquoi intégrer le digital dans vos formations? Comme je vous l'ai dit, c'est un peu le serpent de mer qui revient de temps en temps, mais qui a fondamentalement un vrai intérêt. Qui a un vrai intérêt, mais qui a aussi beaucoup de freins. Parce que fondamentalement, si ce n'est pas votre domaine, intégrer des outils digitaux dans des formations en présentiel, ça vous fait sortir de votre zone de confort. C'est pas forcément quelque chose d'agréable. Il y a un risque d'échec. C'est un investissement nouveau en temps, en énergie et potentiellement en capital, capital financier, parce qu'il y a peut-être des outils à acquérir. Il y a peut-être je sais pas, supposons que vous voulez faire de la formation vidéo et que vous voulez que vos étudiants bénéficient de vidéos en amont des salles de classe, faire un peu une classe inversée. Potentiellement, ça veut dire acheter une caméra ou passer par une boîte de production qui fait justement ces prestations-là. Donc ça demande un peu d'investissement. Et surtout, et je pense que c'est souvent le plus gros problème et le plus gros danger qui est perçu, mais qui est surtout une perception et pas forcément une réalité, c'est que ça apporte de l'incertitude en fait. C'est quelque chose de nouveau, et donc du coup, fondamentalement, vous ne savez pas trop où vous allez, et donc tout l'enjeu, et c'est l'enjeu qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'essayer de faire les choses pas à pas, de commencer petit, de progressivement apprendre, gagner en expérience et augmenter du coup son confort dans le domaine. Du coup, si c'est un risque potentiel et avec des freins, il y a aussi d'autres opportunités. L'enjeu, c'est de pouvoir redynamiser des formations. Parce que ça va permettre de faire des choses que vous ne pouvez pas forcément faire avec des formations en présentiel. Ça va permettre aussi de recréer du lien avec vos apprenants. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un client qui veut refaire le parcours d'accueil de ses collaborateurs pour aller toucher ses collaborateurs le plus tôt possible dès leur arrivée dans l'entreprise et pas attendre des formations en présentiel qui pourraient arriver 6 mois, voire des fois 1 an après leur arrivée, leur prise de fonction. Du coup, ça va permettre de faire en sorte que les apprenants se sentent, accueillis et présents en tout cas dans l'écosystème de formation de manière beaucoup plus régulière. Aussi, et souvent c'est cet aspect-là qui est vu, ça permet à l'apprenant de mieux maîtriser son temps d'apprentissage. C'est-à-dire que au bout d'un moment, dans une salle de classe avec 10, 20, 30 personnes, on a beau dire interrompez-moi si vous voulez, l'apprenant ne va pas vous interrompre 40 fois s'il n'a pas compris. Au bout d'un moment, il va se taire et puis il va considérer qu'il ne comprend pas le sujet et il va probablement jamais y revenir. L'avantage du distanciel dans ça, c'est qu'il peut maîtriser son temps de formation. Il peut se dire, ok, j'interromps ce que je fais, ça j'ai pas compris, je regarde encore une fois. Et c'est pas grave s'il regarde 40 fois le même contenu tant qu'il comprend à la fin. Parce que dans l'absolu, il a juste investi du temps, il n'a pas embêté un enseignant et 30 personnes pour poser ses questions. Et aussi, et c'est pas un effet non négligeable, c'est que quand vous êtes apprenant, vous arrivez en cours et que l'enseignant vous dit très bien, il y a cette plateforme en ligne, on peut communiquer, etc. L'enseignant en général a l'air super tendance et a l'air assez cool, et donc c'est plutôt bien pour se faire bien voir auprès de ses apprenants. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Quelle stratégie adopter ? Avant de parler méthode, justement, 4 petits points d'attention. Tout d'abord, et c'est super important dans toute gestion de projet, dans beaucoup de choses en fait, fondamentalement, il ne faut pas confondre la fin avec les moyens. C'est-à-dire que souvent, on voit un outil digital, on se dit, enfin un outil de manière générale, on se dit « Ah, c'est sympa, ça me plaît, je vais essayer de l'intégrer ». La difficulté, c'est que souvent, on se dit que c'est plus intéressant d'intégrer l'outil que de se poser la question de pourquoi on intègre l'outil. Et peut-être que même si l'outil est très très bien, il ne correspondra absolument pas aux besoins de vos apprenants et aux problèmes que vous essayez de résoudre. Donc il faut essayer de bien différencier
les moyens, les outils de la fin, donc le problème que vous essayez de résoudre. Les deux peuvent correspondre, mais les deux peuvent ne pas correspondre. Et donc si vous avez un objectif, une fin bien identifiée, vous pourrez alors justement élaborer, tracer les différents outils dont vous avez besoin pour essayer de résoudre ce problème-là. Oui, il est normal de continuellement améliorer vos solutions. Alors, c'est vrai dans toute chose, mais particulièrement dans le digital, parce que les outils évoluent assez rapidement. C'est pas rare d'avoir de nouveaux outils qui arrivent tous les 3, 4, 5, 6 mois. Problème résolu? Ok. N'hésitez pas à dire s'il y a... Ah oui, problème résolu, d'accord. Le problème que j'ai soumis avant. Ok, très bien. Je pensais qu'il y avait un problème technique. Et donc oui, donc c'est normal de continuellement améliorer les choses. Parce que les outils évoluent, mais parce que aussi, c'est peut-être un domaine neuf pour vous, et du coup, voilà, vous allez progresser progressivement dedans. Vous allez au début faire des essais, et apprendre de ces essais, apprendre des erreurs produites par ces essais, et améliorer votre produit par la suite, enfin votre formation. Point super important pour améliorer les choses, et c'est souvent un sujet un peu sensible, c'est que l'ego n'a pas sa place, surtout dans un nouveau domaine, avec de nouveaux outils. C'est normal de faire des erreurs, c'est normal de faire des choses qui paraissent bien, qui au final sont pas terribles. Voilà, il n'y a qu'une vérité, c'est est-ce que ça résout le problème et est-ce que ça intéresse l'apprenant? Peu importe votre secteur, peu importe si vous êtes formateur, gestionnaire de projet, l'enjeu c'est est-ce que ça résout le problème et est-ce que l'apprenant, en fait, qui a un client, fondamentalement, le client est satisfait à la fin. Donc il faut être extrêmement ouvert à leurs suggestions, à leurs critiques. Si je caricature un peu, mais si un gamin de 20 ans vous dit à vous, enseignant qui enseignez depuis 35 ans que ça marche pas, que c'est pas intéressant, il a peut-être potentiellement raison, du moins en partie. Et donc du coup, il faut l'écouter, il ne faut pas forcément se replier sur ses positions acquises. Et donc oui, donc comme je vous le disais, on va se concentrer sur l'intégration du digital dans des formations présentielles, d'outils digitaux dans des formations présentielles. Mais dans l'absolu, ça vaut pour tout. C'est une méthode qui vaut pour relativement tout. Et tout ce qui est création de formation en ligne pure, en général, ça demande un investissement en temps, en capital et en capacité de gestion de projet qui est un petit peu plus important. Mais donc peut-être ça sera pour l'étape d'après. C'est-à-dire d'abord essayer d'intégrer des outils digitaux dans vos formations en présentiel. Et dans un deuxième temps, quand vous serez à l'aise avec ça, peut-être que vous vous direz, bah tiens, je vois une formation digitale, complètement digitale, intéressante à faire. Nos 5 étapes, justement, et c'est un travers dans lequel il faut essayer de ne pas tomber, mais qui, je pense, là, du coup, est utile, qui est la checklist. Mais ce n'est pas tellement une checklist de choses à faire, c'est une checklist de questions à se poser, de choses à penser. Tout d'abord, toujours se poser la question de quel est mon public. Tout à l'heure, on l'a abordé en posant le problème, mais c'est vraiment essayer de vous mettre dans ses chaussures. Quelles sont ses habitudes, quels sont ses besoins? Est-ce que... j'en sais rien, par exemple, je reprends l'exemple du collaborateur qui arrive dans l'entreprise. Tout est nouveau pour lui. Donc, ok, est-ce qu'il a besoin que je l'inonde de contenu de formation en ligne ou est-ce qu'il a besoin que je l'inonde de nouvelles informations? Peut-être pas. Donc, on va réfléchir à ce qu'on lui donne, quel contenu on lui donne et comment on lui donne. On va essayer de lui simplifier la tâche au plus possible. Donc, vraiment essayer de se mettre dans les chaussures de son élève, en fait, de son stagiaire, de son apprenant et comprendre, du coup, ses contraintes. Est-ce que il va principalement suivre les outils sur mobile parce que il a l'habitude de ça, parce qu'il est en déplacement. Est-ce qu'il va le faire sur un ordinateur fixe au bureau? Est-ce qu'il va le faire chez lui? Quelles sont ses contraintes temporaires aussi? Parce que c'est compliqué de donner à quelqu'un qui travaille 12 heures par jour, c'est compliqué de lui donner 3 heures de cours à faire par soir. C'est une caricature, mais c'est facile de tomber dedans en fait. Donc c'est vraiment de comprendre le public. Ensuite, comprendre son problème. Ça paraît évident, mais dans une organisation, c'est très facile d'arriver à des situations où on va essayer de créer des choses, on va essayer de créer des formations qui répondent à un problème, mais qui n'est pas le problème de l'apprenant final, qui peut être un problème d'organisation, qui peut être un problème de
la concurrence a fait telle formation et donc du coup j'essaye moi aussi de faire cette formation-là, ou la concurrence fait telle chose donc moi aussi je vais faire cette chose-là, je vais intégrer tels outils parce que tout le monde fait telle intégration, mais fondamentalement c'est pas forcément le plus... Enfin, ça répond pas forcément au problème de notre public. Donc on a notre public, et l'enjeu sur le problème c'est vraiment essayer de se demander, ok, je comprends la position de mon public, mais quel est son problème? C'est quoi ses difficultés? Je reprends tout à l'heure je repense à l'exercice que j'ai posé. On a nos jeunes qui savent pas encore travailler, qui sont pas motivés, qui sont même démotivés, qui ont l'impression de pas avoir le temps. Donc l'enjeu, c'est comment essayer de les aider. Et peut-être aussi ils se sentent seuls à travailler. Voilà, ils rentrent chez eux, peut-être qu'ils se sentent seuls et ils ont besoin d'un accompagnement un peu de manière communautaire, en quelque sorte. Et donc, bien identifier les points bloquants et essayer de trouver les solutions pour lever ces points bloquants. Et justement, pour trouver ces solutions, on va essayer de se poser la question de quel principe pédagogique on veut utiliser. C'est pas tellement ce qu'on veut dire, mais c'est pourquoi quel axe on veut développer de manière générale, quel principe pédagogique on veut développer de manière générale. Par exemple, on pourrait imaginer que nos jeunes qui sont en formation, qui sont démotivés, ils ont besoin de travailler en groupe parce que, supposons, c'est une formation qui est professionnalisante. Cette formation professionnalisante, à la fin de cette formation, ils vont devoir intégrer une entreprise. Et dans cette entreprise, comme dans toute entreprise, ils vont devoir travailler en groupe. Parce que le travail individuel existe en fait très rarement, et l'enjeu, c'est comment on travaille en groupe et comment on travaille en collectif. Donc peut-être qu'en principe pédagogique, on va vouloir se dire, très bien, je veux que nos apprenants, systématiquement sur tous les exercices, aient au moins une partie de travail en groupe. C'est-à-dire qu'ils doivent se coordonner, et ils doivent apprendre à travailler avec leurs différents collègues de cours. Et fondamentalement, ces principes, c'est vraiment pour vous une aide à la décision. Parce qu'au début, vous commencez votre projet, vous voyez plein de choses. Et donc l'enjeu, c'est de prendre quelques axes de décision qui vont vous permettre d'arbitrer, par exemple, quels outils on va utiliser ou comment on va présenter les contenus après. Et oui, et fondamentalement, c'est quel objectif vous voulez accomplir. Est-ce que vous voulez que vos apprenants soient bons en groupe? Donc du coup, on va orienter les exercices pour qu'ils soient bons en groupe. Justement, les outils, en fait, sont fondamentalement une déclinaison des principes pédagogiques que vous avez créés. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas forcément des principes pédagogiques révolutionnaires. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois, c'est peut-être des choses extrêmement simples. C'est peut-être, je veux qu'il travaille à la maison. Simple. Mais l'enjeu, c'est vraiment, est-ce que ce sont des principes qui arrivent à résoudre le problème de l'apprenant? Et donc, du coup, de ces principes vont découler des outils. Et pas l'inverse. C'est pas les outils avant les principes, c'est les principes avant les outils. Ça va être des outils technologiques. Donc, par exemple, ça peut être, on va dire, je veux que on va faire une classe virtuelle par semaine. J'en sais rien, je réfléchis à votre, mais on va faire une classe virtuelle par semaine. Et donc, ça, c'est un outil technologique, mais ça peut être aussi un outil méthodologique. Par exemple, le cas pratique. En groupe, ça peut être, on peut dire, je veux que mes élèves passent par des mises en situation et que ces mises en situation soient complexes et que ces mises en situation, ces jeux de rôle en quelque sorte, les obligent à travailler en groupe. Donc ça, c'est de la méthode. Après, on va trouver l'outil technologique derrière pour essayer d'amener ça. Et la cinquième étape, c'est comment vous implémentez justement ces principes, ces outils au travers d'une nouvelle formation. Donc c'est un peu les carcans traditionnels de la gestion de projet et il faut s'y soumettre plus ou moins en fonction de la difficulté de ce que vous entreprenez, mais c'est quel outil je vais intégrer en premier, comment le faire, est-ce que je l'annonce, est-ce que je l'annonce pas, est-ce que je fais valider ça par ma hiérarchie, ou alors est-ce que j'ai l'autonomie, est-ce que je fais participer mes apprenants à l'élaboration de ce parcours. Ça peut être intéressant aussi d'avoir leur retour direct au cours de l'élaboration. Est-ce que je fais des tests? Est-ce que je prends deux apprenants en qui j'ai confiance et je leur dis ok, j'ai monté quelque chose, j'ai besoin que tu me donnes ton avis sincère dessus, tu me dis ce que tu en penses, et il va donner un retour. Ce retour va pas forcément être agréable, mais du coup ça va permettre d'itérer la nouvelle formation digitale, et du coup d'arriver à une solution qui
soit pas le simple reflet de ce qu'on souhaite, mais qui soit le reflet de ce qui est nécessaire. Et donc du coup, comme c'est le reflet de ce qui est nécessaire, on a une solution qui correspond à ce besoin-là et qui résout le problème de mes apprenants. Et aussi, et c'est un principe qui je pense est toujours, qui doit être d'actualité tout le temps, sur tous les sujets, c'est essayer de faire au plus simple. C'est très facile de compliquer les choses, mais il est très difficile de simplifier les choses. Donc du coup, mieux vaut rester simple sur absolument tous les sujets. Et toujours se poser la question, quel est le chemin le plus court pour résoudre ce problème-là. Donc voilà, on va revoir un petit peu ces principes après pour essayer de résoudre le problème en commun. Quelques éléments d'inspiration. Alors, c'est absolument pas une liste exhaustive. C'est vraiment une liste qui... je vais vous présenter trois outils que vous pouvez intégrer dans vos formations, mais qui sont fondamentalement là pour vous proposer une réflexion, en quelque sorte, si ça fait sens. Vous proposer une solution, vous donner des idées de solutions. Tout d'abord, Brilliant. C'est pas forcément un outil à intégrer, qui est facile à intégrer en salle, mais brilliant.org, c'est un site web qui propose des formations sur des domaines scientifiques, mathématiques, physique, je crois qu'ils ont la biologie aussi, surtout sur un public de jeunes lycéens, début université. Et qui propose des micro-exercices, c'est vraiment du micro-learning, si on utilise le terme à la mode, qui propose des micro-exercices, par exemple de mathématiques, où l'enjeu c'est la répétition, donc on apprend en répétant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est aussi l'apprentissage par l'échec, parce que plus vous allez faire d'exercices, plus il y a de chances que vous allez vous planter à un moment donné, et donc du coup apprendre de cet exercice-là. Et donc c'est vraiment, je trouve que c'est un outil qui est intéressant, parce que eux, leur principe pédagogique, du coup, si on fait un pas en arrière, c'est la répétition et l'apprentissage par l'échec. Deuxième outil qui est relativement à la mode en ce moment, mais qui est assez utile, c'est Klaxoon. Klaxoon, à la base, c'est un outil de gestion de réunion. C'est fait pour faire du brainstorm, c'est fait pour faire des quiz pendant une réunion. Et je trouve que c'est un outil intéressant parce que fondamentalement, si vous pouvez importer tous ces outils de brainstorm, de quiz, d'enquête, il y a des petits exercices possibles à faire, vous pouvez l'intégrer dans une formation. C'est-à-dire que plutôt que de simplement mettre le digital avant la classe ou après la classe, vous pouvez aussi intégrer le digital dans la classe. Et je trouve que Klaxoon est un outil intéressant pour faire ça, puisque du coup, il permet ça. Alors, ça a quelques contraintes techniques. Par exemple, je sais que Klaxoon, c'est possible de l'utiliser sur un téléphone portable. Donc, du coup, on peut imaginer une interaction avec les téléphones portables de vos apprenants. Mais du coup, c'est un outil intéressant parce qu'il casse un petit peu la barrière traditionnelle entre ce qui se fait en présentiel, c'est du physique, c'est de l'humain, et ce qui se fait en digital, c'est purement du digital en fait. Klaxoon intègre le digital du coup dans le présentiel. Et troisième, pardon, je reviens sur Klaxoon et après je vous parle de RiseUp. Exemple intéressant chez une entreprise qui est dans le transport de personnes, on va dire ça comme ça, que j'ai vu en début de semaine. Ils se sont rendus compte que dans leur formation, ce sont les stagiaires eux-mêmes qui ont intégré Klaxoon en fait. C'est-à-dire que les formateurs n'y avaient pas pensé, mais les stagiaires eux-mêmes ont commencé à utiliser Klaxoon pour essayer de résoudre les problèmes qu'ils avaient en commun, les problèmes qu'ils avaient à résoudre. Et donc du coup, l'organisme de formation de cette entreprise s'est dit c'est intéressant, on va prendre des licences Klaxoon et on va essayer d'intégrer ça de manière un peu plus structurée. Et troisième élément d'inspiration, c'est RiseUp. Alors RiseUp, c'est un LMS. Si vous êtes dans l'information, vous avez peut-être déjà entendu parler du terme barbare de LMS, c'est le Learning Management System. Fondamentalement, c'est un outil qui permet d'organiser et de diffuser du contenu de formation en ligne. Mais RiseUp a cette particularité qu'ils se sont aussi spécialisés sur l'organisation, sur l'intégration du digital avec le présentiel. Et aujourd'hui, je sais qu'ils ont beaucoup de clients qui utilisent RiseUp pour planifier non pas des formations en ligne, mais pour gérer des formations en présentiel, parce que ça permet notamment de suivre l'apprenant. L'apprenant, il rentre, il a un profil, et du coup, que la formation soit présentielle ou soit digitale, l'apprenant, on suit son évolution, on suit ses notations, on suit sa présence, on suit son temps de connexion, on suit tout ça. Et donc du coup, c'est un outil intéressant qui peut vous aider à suivre et à gérer vos apprenants sur le long terme.
Petite ébauche de solution à notre exercice. Alors c'est quelque chose j'avais réfléchi avant, mais n'hésitez pas à me dire. Et d'ailleurs, je vous invite à taper dès à présent vos méthodes, et puis on va essayer d'interagir ensemble. Le public, donc c'est un public d'étudiants qui paradoxalement a beaucoup de choses à faire, mais a également beaucoup de temps libre, parce que quand on est étudiant, en général, on a l'impression qu'on se noie, mais en fait, on n'a pas beaucoup de choses à faire. Mais donc, l'enjeu, c'est d'essayer de les canaliser, de les aider à gérer leur temps de travail. Et comme je vous le disais aussi, c'est également un public, dans notre exemple, c'est un public qui doit apprendre à travailler de manière collective. Donc voilà le public. Leur problème, c'est qu'ils sont démotivés, pas impliqués, on a vu ennuyés aussi. Ils ont besoin d'apprendre à se concentrer dans les cours, mais ils ont aussi, et c'est une compétence qui est dure à acquérir dans ces études, ils ont besoin d'apprendre à travailler en dehors du temps de classe aussi, parce que c'est une chose d'être attentif en classe, c'en est une autre d'apprendre à travailler en dehors du temps de classe. Donc peut-être que du coup, il y a une solution à trouver sur ça, sur ce sujet. Mais aussi, ils ont besoin de mieux préparer les cours, c'est-à-dire d'arriver en classe en ayant déjà lu sur le sujet, en ayant déjà fait le cours peut-être, potentiellement, en ayant déjà regardé le manuel, peut-être en ayant déjà lu une bibliographie que vous avez soumise avant, etc. Donc, meilleure préparation et apprendre à travailler. Ça, c'est leur problème. De ça, on peut tirer, par exemple, quel principe pédagogique. On peut dire qu'ils doivent apprendre la discipline de travail. Donc peut-être que tous les exercices doivent orienter vers apprendre la discipline de travail. Tout à l'heure, je vous parlais de Brilliante, mais je pense que c'est quelque chose qui est utile, c'est que la répétition doit être, je pense, un beau maître. C'est pas parce qu'on a compris une fois, enfin, rares sont les gens qui comprennent une fois et sont capables de l'appliquer, surtout après. En général, on comprend pas pendant 35 fois, la 30e, on va comprendre un peu, et puis la 37e, éventuellement, on va commencer à pouvoir décliner ça. Et c'est au bout de beaucoup de répétitions qu'on va être capable de décliner justement le principe, la méthode, sur de nouveaux sujets. Donc du coup, la répétition, dans tous les exercices que vous allez élaborer, doit être vraiment maître. Ils doivent aussi apprendre à travailler en collectif, ça on l'a dit. Ils doivent apprendre à mieux gérer leur temps. C'est-à-dire que voilà, ça fait partie de l'enjeu d'apprendre à travailler et d'apprendre à travailler en collectif. C'est comment aller au plus simple, encore une fois. Comment essayer de résoudre le problème. Si vous avez un cours qui parle de X, on va peut-être pas réviser sur Y. Ou peut-être qu'on va réduire le spectre de travail à quelques items et se concentrer dessus. Donc vraiment, essayer d'apprendre à gérer son temps de travail. Donc voilà un peu les principes pédagogiques qu'on pourrait utiliser. Les outils, tout à l'heure j'en ai un peu parlé, mais peut-être qu'on pourrait faire un peu de classe inversée. Alors c'est un mot assez tendance aujourd'hui, mais qui fondamentalement, c'est juste un enjeu de préparation. Vos étudiants vont préparer le cours avant. Donc ça veut dire que vous allez les aider à préparer ce cours en amont, en leur donnant des contenus, en leur créant des exercices potentiellement sur une plateforme en ligne, peu importe laquelle, mais en leur créant des exercices où tout le monde va voir la progression de tout le monde. Donc on va voir que un tel a fait tel exercice et celui-là, il l'a pas fait. Donc peut-être qu'on va le motiver en lui disant « Tiens, regarde, tout le monde travaille, peut-être tu devrais travailler aussi ». On va peut-être faire des exercices en ligne pour répéter, justement, faire des vrais-faux, faire des cas pratiques. On peut même imaginer un genre de mise en situation fil rouge sur plusieurs classes, enfin sur plusieurs cours, sur plusieurs semaines, où ils vont devoir résoudre un problème qui demande plusieurs semaines à résoudre, justement. Peut-être qu'on peut rendre également le présentiel plus collaboratif. Tout à l'heure, je vous parlais de Klaxoon, mais justement, c'est ça, c'est d'essayer de dynamiser un petit peu les interactions en présentiel. Alors, certains formateurs n'ont aucun problème à faire ça, ils le font traditionnellement, et du coup, il n'y a pas forcément d'enjeu sur ça. Mais peut-être que d'autres ont besoin, ou auraient besoin d'un outil comme Klaxoon pour les aider. Et peut-être qu'on va faire des classes virtuelles de questions-réponses à certains moments clés pour les aider justement. Et donc on peut dire, voilà, supposons que le cours est le lundi, peut-être que le jeudi de la semaine d'avant, on va faire une classe virtuelle ça peut être 30 minutes, même pas, d'interaction. Ok, j'ai préparé telle chose, je ne comprends pas tel point, est-ce que vous pouvez m'aider ou pas? Et peut-être que ces classes virtuelles sont également un moyen pour eux de créer un moment de réunion dans lequel ils peuvent essayer justement de travailler ensemble.
Et justement, l'implémentation, c'est, je pense, super important d'être transparent avec eux sur le fait que c'est un outil neuf, potentiellement, pour vous, ou c'est un outil neuf pour l'organisation, que voilà, les plats ne sont pas encore essuyés et qu'il y a des choses à ajuster. Également, je pense que c'est important de toujours commencer par le plus facile. On a toujours tendance, et je trouve particulièrement en France, on a tendance à vouloir faire des grands plans de développement à 6 mois et de dire on va faire telle chose, ça va coûter très très cher, mais ça va être très très bien. Sauf que le problème des choses qui coûtent très très cher et qui coûtent très très bien, elles sont souvent très très pas utilisées parce qu'elles ne correspondent pas aux besoins des utilisateurs. Donc commencer simple et améliorer progressivement et itérer. Et puis justement, compléter progressivement les contenus, compléter progressivement les outils et améliorer progressivement la façon dont vous faites les choses pour essayer de résoudre ensemble les difficultés que vous pouvez rencontrer. Alors, je vous propose, on fait une petite synthèse rapide, et puis après, vous me posez des questions, et puis on essaie de répondre en commun. Peut-être que vous essayez de montrer un petit peu les solutions que vous avez trouvées, ou les idées d'outils que vous avez eues. Peut-être que vous avez des outils à partager, que vous avez trouvés, ou peut-être que vous avez des principes pédagogiques que vous utilisez dans vos formations. Mais fondamentalement, rappelez-vous, la méthode, c'est pas tellement une checklist, c'est surtout une manière d'aborder les choses, quelles questions à se poser dans un projet. C'est quel est mon public, quel est mon problème, quels principes pédagogiques je veux mettre en œuvre, quels outils je veux utiliser pour résoudre ce problème et apporter une solution à ces principes pédagogiques, et comment j'implémente ça de manière facile, raisonnable, etc. Et quelques conseils, donc pas d'ego, parce que c'est normal d'échouer, c'est normal d'être dans une zone d'inconfort, justement l'inconfort est normal. Soyez ouverts aux critiques, même de gens qui traditionnellement n'ont pas forcément l'habitude de vous critiquer, ou vous n'avez pas forcément l'habitude qu'ils vous critiquent. Testez, améliorez continuellement, et rappelez-vous, l'objectif est toujours plus important que les moyens pour atteindre cet objectif. Parce qu'on peut avoir tous les moyens de la Terre, si l'objectif est mal défini, si le problème est mal défini, ça va pas marcher. C'est quasiment garanti. Une chance sur 1 million, vous pouvez tomber juste par hasard, mais c'est quasi garanti que si l'objectif est pas bien défini, vous allez échouer ou ça va pas être parfait, et finalement vous allez vous dire le digital dans une formation c'est pas tellement utile. Je vois l'heure, on a fait 34 minutes. On a 10 minutes de questions-réponses, donc peut-être ce que je vous propose c'est de taper vos questions par écrit si vous avez des questions. Je sais que taper par écrit, ça peut être un peu long, donc essayez de faire au plus court, c'est pas très grave. Learning Apps, ok, permet de proposer des activités digitales variées, simples et gratuites. C'est gratuit, c'est important parce que même si au final, alors peut-être que c'est l'outil à adopter et c'est le bon outil, mais avoir des solutions gratuites, je trouve que c'est vachement bien parce que ça permet de tester les choses. Alors il faut le tester auprès d'un petit groupe de personnes et auprès d'une population réduite et de confiance, mais ça permet de tester les choses et de valider peut-être les outils, mais surtout de valider les solutions, enfin voilà, pourquoi on fait les choses et les méthodes qu'on choisit. J'ai un public d'opérateurs de production à former et à intégrer. Des conseils pour ce public qu'on pourrait croire plus loin du digital, en tout cas plus loin dans l'accès technique. Alors l'accès technique, je pense que vous voulez parler d'accès à des ordinateurs ou à des téléphones portables ou des tablettes. C'est un gros sujet et c'est vrai que souvent il n'y a pas grand chose à faire, ou à court terme en tout cas c'est compliqué de résoudre le problème. Je pense que là, c'est typiquement le genre de sujet où il faut se poser la question de pourquoi intégrer du digital. Est-ce que intégrer des outils digitaux permet de répondre à un problème ou à des problèmes que ces opérateurs de production se posent ou ont? Parce que peut-être que intégrer du Klaxoon ou intégrer je sais pas moi, du RiseUp, enfin peu importe, peut-être que faire du webinaire, peut-être que c'est pas vraiment un sujet. Je vous donne un exemple. C'est la même société dans les transports dont je parlais tout à l'heure, qui a beaucoup d'agents de terrain qui circulent dans des gares. Alors je pense que vous imaginez quelle entreprise ça peut être, qui circulent dans des gares et tous ont un terminal mobile
d'entreprise avec différentes fonctionnalités. Et donc souvent on pousse des contenus sur ce terminal. Mais en fait souvent ces contenus ne sont pas utilisés parce qu'ils ne répondent pas à un besoin qu'ont ces gens-là. Parce que justement les outils correspondent pas, c'est-à-dire que le besoin existe, mais les outils sélectionnés pour diverses raisons et variées d'organisation, ne permettent pas de répondre à ces problèmes-là. Et donc du coup, je pense que ce que vous dites, c'est un bon, comment dire, c'est un bon sujet de réflexion sur ok, quels sont mes moyens, pourquoi je le fais et comment j'y arrive. Du coup, voilà, un conseil à donner. Faire au plus simple, essayer de les intégrer dans la décision, voir ce qui correspond avec eux, tester avec eux, essayer de bien définir leurs problèmes, voir leur quotidien aussi, parce que peut-être qu'effectivement ils n'ont pas trop de temps pour faire autre chose que leur travail, et leur travail qui doit être compliqué, prenant, etc. Souvent dans les grandes entreprises, il y a également des sujets d'organisation du temps et du temps de formation qui sont poussés, alors c'est souvent un sujet un peu tabou, mais c'est un vrai sujet à prendre en compte, qui sont poussés par les organisations syndicales. Alors à tort ou à raison, hein, c'est pas l'enjeu, mais donc du coup il faut penser à tout l'écosystème d'organisation du travail derrière, et c'est un sujet qui est plus large fondamentalement que la formation. Voilà. On pense à Bicast, oui, effectivement, Bicast, c'était pas mal. Faut juste voir si ça correspond, faut voir si le modèle économique tient pour vous. Des ressources gratuites pour réaliser des classes virtuelles. Je sais pas, de Google. Google Hangout, c'est pas mal. Alors oui, il y a des limitations, mais dans l'absolu, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses pour faire une classe virtuelle. Parce que classe virtuelle, c'est juste pouvoir se connecter de manière synchrone, ensemble, à un moment, à un temps donné. Google Hangout le peut, dans l'absolu Skype le peut. Enfin, après, oui, je pense qu'il y a des outils dédiés que vous pouvez utiliser et qui vont pouvoir répondre à d'autres besoins, comme par exemple enregistrer les sessions ou avoir un chat, pouvoir montrer des documents, etc. Mais dans l'absolu, peut-être essayer au plus simple d'abord et au plus gratuit, qui est de mémoire, je pense à Google, mais il y en a sans doute d'autres. Nous envisageons le digital pour rendre les formations plus collaboratives et plus participatives, idéal pour des personnes qui ont besoin de concret, d'être plus acteurs pour apprendre. Oui, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'enjeu, c'est pas de faire du digital pour faire du digital, c'est d'essayer de voir quels sont leurs problèmes et de voir comment... fondamentalement, ce qui est bien avec le digital, c'est que tout à l'heure, je parlais de maîtrise du temps d'apprentissage, mais ça permet, pour l'apprenant, mais ça permet également de maîtriser le temps d'apprentissage pour le formateur. C'est-à-dire qu'on est sûr et on peut le suivre et on peut l'intéresser à ça, mais on est sûr que l'apprenant va pouvoir se connecter 5 minutes par jour sur un sujet. Tout à l'heure, je parlais de Brilliante. C'est plus efficace de faire 5 minutes d'exercice de maths par jour pendant 5 jours que de faire 2 heures toutes les 2 semaines en fait. Donc du coup ça permet de saupoudrer un petit peu les sujets comme ça. Oui, Bicast fonctionne bien. Kahoot, je connaissais pas, donc je retiens. Merci pour le tuyau, de rien. Kahoot, ok. Kahoot. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres sujets? Je vois qu'on arrive doucement à la fin de notre temps. Est-ce que vous avez d'autres sujets? En tout cas, moi, je suis content d'avoir vu 2-3 exemples. C'est toujours intéressant et je trouve dans un webinaire de parler de ces problématiques. Alors peut-être qu'on hésite un peu, mais c'est toujours intéressant de parler de ces problématiques parce que ça permet de donner du grain à moudre aux autres. Parce que l'enjeu, c'est pas vraiment moi, c'est surtout vous en fait. C'est qu'est-ce que vous pouvez vous apporter entre vous. Ouais, sur les points de vigilance, sur le fait d'identifier des points de vigilance, je pense que c'est important en effet parce que souvent dans ce genre de projet, surtout si vous n'êtes pas au niveau formateur, mais donc du coup si vous êtes au niveau gestionnaire ou chef de projet ou directeur de projet, peu importe, souvent c'est un problème qui arrive sur la table, c'est un sujet qui arrive sur la table parce que peut-être que le patron a vu ça dans la presse et s'est dit vite, faut faire quelque chose, et c'est une vraie préoccupation. Peut-être que la concurrence fait ça et elle a annoncé à la presse et c'est très bien et du coup nous on a l'air un petit peu en retard et donc du coup vite faut faire quelque chose. Mais sur l'identification des problèmes, ce que vous dites, je pense derrière il y a quelque chose d'important qui est que mieux vaut prendre un peu de temps au début pour bien identifier les choses, même si ça paraît lent, même si ça paraît
peut-être un petit peu plus moins rapide. Mais voilà, ça permet de bien définir le cap, parce que ça demande plus d'énergie en fait, et de temps et d'argent, de réajuster le cap une fois qu'on est parti, plutôt que d'essayer de bien le définir tout de suite. Tout en sachant que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la première solution est rarement la bonne. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de pouvoir créer des outils et des méthodes qui sont adaptables et qui sont ajustables, et surtout faire comprendre aux formateurs, faire comprendre aux apprenants, faire comprendre à l'organisation que c'est normal d'itérer les choses, c'est normal d'essayer d'améliorer progressivement. Et que voilà, si on fait quelque chose, ce quelque chose n'est pas valable pour 5 ans, il est peut-être valable pour 3 mois, 6 mois. Et c'est normal d'avoir des moments ok, on fait une pause, on fait un retour d'expérience et on améliore pour la prochaine session. Les participants sont effectivement très demandeurs d'activités plus ludiques, interactives, modernes, oui. Si vous voulez faire travailler avec smartphone, c'est bonus, oui. Faut faire attention parce que faut faire attention à ce qu'ils ne fassent pas autre chose sur leur smartphone. C'est un sujet, mais voilà. Alors Anaïs demande à Christian, qu'entendez-vous par digital pur? Ok. Oui, c'est Anaïs de l'IFPAS, qui suit également le webinaire. Je vois qu'on est à 11h15. Du coup, peut-être qu'on se dit, on se dit à une prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà, vous avez trouvé des idées intéressantes. J'espère que les méthodes qu'on a abordées vous permettront d'essayer de vous poser de meilleures questions. Et rappelez-vous, encore une fois, l'enjeu, c'est pas les outils, l'enjeu, c'est les problèmes et comment on essaie de résoudre ces problèmes-là. C'est la fin avant les moyens. Et du coup, les outils digitaux ne sont qu'un outil, justement, dans la résolution de ces problèmes-là. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment et que on se verra une prochaine fois. À bientôt.